Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Gros programme aujourd'hui, et oui, retour de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui affrontera au Stade Vélodrome. Ça sera dimanche soir, Strasbourg, l'avant-match en première partie de cette émission, les Paris FCM. Retour du Mourad Décrypte sur l'arbitrage. Un petit débat sur qui? Sur Rudy Garcia forcément. Et un gros débat sur une rumeur qui a refait surface sur les réseaux sociaux. Cette vente peut-être de l'Olympique de Marseille. Nous, on va surtout s'attarder sur les commentaires liés à cette information qui est sortie hier. On va en parler avec qui? Avec Hervé qui est avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Ça va Hervé? Ça va, super. On va en parler avec Jean-Christophe Serfati qui est avec nous, PDG bonjour. de la Provence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Très heureux. Et avec Mourad Hart également qui est avec nous, journaliste pour Football Club de Marseille. Voilà, c'est l'équipe du jour. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors on va commencer par l'avant-match, c'est tout de suite. Et l'avant-match, c'est l'Olympique de Marseille qui va affronter Strasbourg dimanche soir. Retour de la Ligue 1 après cette trêve internationale. Strasbourg, ça t'inspire quoi ce retour à la Ligue 1 sachant que l'Olympique de Marseille reste sur 3 matchs nuls et une défaite. Donc là, on est presque un peu dans l'urgence, non? Là, on est dans la victoire impérative parce que, en plus, Strasbourg fait de bonnes surprises depuis qu'ils sont remontés. Et c'est vrai qu'on a une séquence où on aurait dû prendre 4 matchs et faire un carton plein, on ne l'a pas fait du tout. Et après, on sait très bien ce qui va se passer après Strasbourg, toutes les grosses affiches qui arrivent. Donc là, je crois qu'il va avoir, ça va être le premier match avec une très grosse pression cette année, ça va être celui-là. Si tu ne le gagnes pas, là, je pense qu'on part dans un mauvais délire. Il y a vraiment ce sentiment d'urgence maintenant, même pour Villas-Boas, où il y a toujours aussi ces cadres qui sont pas encore là. On pense à Payet, à Thauvin, mais bon, là, il faut des points aussi, peut-être, non? Là, oui, il faut des points, surtout qu'après, il y a le PSG. Donc ça va être dur de prendre des points là-bas, on l'espère. Mais oui, là, OM Strasbourg, bon, normalement... Normalement. On devrait y arriver. Mais il n'y a pas que le PSG, parce qu'il y a PSG, après, donc déplacement à PSG, déplacement Monaco, réception Lille, réception Lyon. Donc là, c'est costaud quoi au niveau du... Un mot sur Strasbourg, tiens, Mourad. Toi qui connais parfaitement cette équipe, tu as analysé, décortiqué. J'ai vu qu'un seul match complet de Strasbourg cette saison, mais je l'ai vu, c'était Strasbourg-Rennes. Il me semble... Rennes avait gagné, il me semble 2-1 ou 2-0. Et Strasbourg sortait de la Coupe d'Europe. En tout cas, je ne suis plus très sûr du résultat. Donc, si je dis une bêtise, et toutes mes excuses à nos amis strasbourgeois. Mais dans tous les cas, Strasbourg, c'est une équipe qui marque peu. 6 buts marqués seulement sur les 9 premières journées. Donc, après, le reste, j'ai suivi dans le multi-ligue et dans les résumés de jours de foot. Comme pour les vrais fans de foot, voilà, comme Antoine Camboiré, voilà. Sauf que moi j'ai au moins vu un match complet de Strasbourg, c'est déjà ça. Et donc c'est une équipe qui a un peu du mal à digérer les tours préliminaires d'Europa League parce que cet été ils ont fait comme l'OM il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont joué 2 tours préliminaires d'Europa League pour finalement se faire éliminer par l'Eintracht Francfort. Voilà, j'ai pas fait allemand LV2. En première langue, ça se voit. Et donc en fait ils ont un petit peu du mal à digérer ça et ils ont commencé leur saison, les résultats étaient moyens, on disait oui mais bon il y a eu la Coupe d'Europe, tout ça, et leur première victoire a mis du temps à arriver. Ils ont surtout du mal à marquer des buts. Donc voilà, si c'est vrai, si ce que Hervé a dit est vrai, que Strasbourg est plein de bonnes surprises depuis leur retour en Ligue 1, là ils sont un petit peu dans le dur. Ils ont eu des périodes comme ça. Après Thierry Lauré, c'est un bon entraîneur. Donc. Alors justement, ils sont effectivement dans le dur parce qu'ils sont 17e au classement de Ligue 1 avec 9 points. Bon, l'Olympique de Marseille est 8e. Il y a 13 points, pas d'écart. L'OM a 13 points, donc il y a très peu d'écart. Oui, ça paraît on le sait, début, entre comme Lyon. en fait, comme Lyon, c'est exactement ça. L'Olympique de Marseille, donc, qui va ensuite, vous l'avez dit, messieurs, enchaîner. Il y a un gros programme derrière pour l'OM. Il y a Paris, il y a Monaco en Coupe de la Ligue. À Monaco, il y a Lille et il y a Lyon. Donc ça sera donc 2 matchs au Vélodrome. Coup sur coup, donc ça va sérieusement se compliquer après pour l'OM. Ah oui, mais c'est pour ça que tout part de Strasbourg là. Là, je pense qu'il faut pour la confiance, pour tout, il faut pas gagner 15-0, il faut gagner avec une grosse marge. Et non, parce déjà gagnant parce que sur les derniers matchs, t'as pas joué des gros clubs, tu vois, et pourtant mais t'es pas arrivé. Là, je pense qu'il y a eu la trêve internationale. Je pense que Villas-Boas a dû les resolidariser aux joueurs. Il faut vraiment, pour moi, il faut faire un gros score.
Parce que si tu gagnes encore K1K, 1-0, tu n'es pas sûr, un coup de chance et tout ça, derrière, tu vas être fébrile. Et là, t'imagines, j'ai calculé que on peut être 15e au bout de ces 4 journées que vous avez évoquées, si on fait des résultats qui sont dans la mesure de ce qu'on vient de faire là, dans les 4 là. Donc, moi je dis qu'il faut frapper un grand coup. Après Strasbourg, on dit toujours, moi j'ai vécu un peu là-bas, c'est l'OM du test. Hein. Il y a une mentalité qui est spécifique à Strasbourg, c'est un stade qui est tout le temps plein. Tu vas là-bas, mais là, ça va ouais, être mais c'est quand même, ils ont un tempérament de lâche rien. Moi, j'appelais ça les chiens de casse. C'est-à-dire, c'est des petits clubs. Ils n'ont pas de grand talent, ou des fois ils en ont eu, mais par contre, ça lâche pas, quoi. Donc, avec d'ailleurs peut-être Mohamed Simakan, donc Zaki Noubir, qui était éducateur à RBL à Couvet et qui est désormais à Strasbourg, qui risque de jouer ce match. Qui est en train d'exploser. Voilà, pour parler d'autres joueurs, tu as aussi des Ajorc, parce que je sais pas pourquoi je le prononce toujours Ajorc, mais Ajorc, Lala, qui sont des bons joueurs de Ligue 1 qui vont pas dans des plus gros clubs. Un match contre l'OM, c'est l'occasion de se montrer. Voilà. Après, il faut que Lala joue aussi, etc. Jean-Christophe, avec tous ces absents, est-ce que l'OM peut faire mieux en fait? Est-ce que André Villas-Boas peut faire mieux que ce qu'il fait sur les 3-4 derniers matchs? Il y a quand même des joueurs importants qui sont pas là, quoi. On pense Payet, Thauvin, rien que ça, quoi. Rien que ça, bien sûr. De toute façon, on l'espère déjà, parce qu'avant tout, on est supporter de l'OM. Exactement. Donc, on espère que ça va bien se passer dimanche. Après, il faut voir la compo. Alors, je pense que vous avez peut-être des infos sur la compo. Pas vraiment. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des retours quand même. Ouais. Il y aura le retour de Strootman. oui, parce que ça vaut ce que ça vaut, mais au moins. Mais ça fait une sentinelle. Ça fait une sentinelle, exactement, pour sécuriser un peu la défense. Il y a le retour de Camara, que j'avais déjà annoncé. D'ailleurs, je m'excuse parce que c'était une grosse erreur. J'avais annoncé que Camara était de retour pour le dernier match. Et, au niveau défensif, peut-être que ça sera un petit peu plus sécurisant. Ouais, tout à fait. Alors justement, messieurs, pour cette charnière centrale, fais gaffe, tu as un petit... Trouve-moi des baguettes et je vais faire comme Maître Miyagi, je vais essayer de la choper, cette mouche. Tu avais prévenu avant l'émission, elle va nous embêter, ça. Voilà. En charnière centrale, il va y avoir peut-être un choix à faire. On a vu que Kaletakar, ça n'avait pas été trop ça. C'est pas terrible. Moi, je mettrais Camara-Perrin. Camara-Perrin. D'accord. Ça serait beau. J'ai trouvé bien Perrin sur les 2 derniers matchs. C'était pas mal. C'est un jeune. Ouais. Mais c'est pas mal. Avec Camara, ça peut faire une bonne charnière, je pense. Mourad, tu serais un petit peu sur ça, toi aussi? Je sais pas. J'ai du mal à dire que Tchaleta Tsar, je l'ai beaucoup défendu, mais il a été très mauvais sur son intérim. Et Perrin, oui, il a fait le boulot. Et donc, en fait, ce serait surtout un beau symbole pour le centre de formation, parce que tu aurais deux jeunes sortis du centre. Après, surtout, moi, je veux que Sakai reste à gauche, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de devenir meilleur arrière latéral gauche qu'il est arrière latéral droit. Carrément. Franchement, je vous encourage à voir donc ces statistiques. Quand il est à gauche, bon, il a fait d'excellents matchs à droite aussi, et puis de toute manière, Sakai, on t'aime, c'est très bien, mais à gauche, en fait, il est décisif, bizarrement. L'an dernier, même avec Rudy Garcia, quand il le mettait à gauche, il faisait des passes décisives, donc c'est un peu particulier. Je l'ai trouvé très bon à Amiens, moi, Sakai, et puis surtout, en fait, si c'est pas Sakai, bon, on a quelqu'un qui est dans une extrême difficulté, donc je veux surtout revoir Sakai à gauche. Et que Bounassar règle ses petits... Jordan Amavi, le relancer au Vélodrome, c'est compliqué avec ce qu'il a subi dernièrement? Bon, alors, il a été bien défendu par Villas-Boas. C'est vrai. Donc, peut-être c'est l'occasion aussi de voir si le message de l'entraîneur est passé au niveau des supporters. C'est vrai. Peut-être aussi. Ouais, ça peut peut-être le dernier passeport pour la succès. Hein, alors après, Sakai à gauche, c'est vrai que c'est pas mal, ça tient la route, mais ça manque de débordement, forcément, puisque c'est pas son pied. Il arrive un petit peu... Il fait des trucs, quoi. Il propose. Enfin, de toute manière, c'est Sakai. Il propose toujours, quoi. Il propose des choses et il revient sur son pied droit. Et moi, j'aime bien. Alors, vraiment. sur le dernier match, si on reste sur ce côté-là, sur ce côté gauche, il y a un joueur qui a fait parler de lui en mal, très mal sur 80% de son match. On va dire. Qui a divisé la rédaction de Football Club de Marseille hors antenne. C'est Radonjic sur son dernier match qui a été fantomatique sur 70 minutes. 45 premières minutes. Et ensuite, qui a montré des choses un peu plus intéressantes. Il faut continuer à insister avec lui ou pas? Mais de toute façon, tu n'as pas le choix, tu n'as pas l'effectif. Non, mais si. Il y a quand même d'autres solutions. Il y a un Kawi aussi qui a montré... Kawi, par contre, c'est vrai que toutes ces entrées, elles ont été honnêtes. Il n'y a pas de... Il y aura peut-être plus un contenu peut-être plus fourni sur la durée d'un match. Donc, je sais pas. Est-ce qu'on insiste ou pas avec Radonjic? Tu serais pour insister? Non.
Moi, je serais pour donner la chance à Kawhi. Ouais. Voilà, je pense que ça serait pas mal. Hervé? Mais écoute, c'est vrai que j'aimerais voir un match de Kawhi titulaire ça serait une belle date, pourquoi pas. Par contre, j'ai regardé toutes ces petites rentrées qu'il a faites. Il a toujours été sérieux, c'est pas caché. Il a proposé, il a fait des coups francs, il a cherché. vraiment envie, il a envie de rester, de prouver. Voilà, parce qu'on connaît des joueurs titulaires dont les initiales sont d'épée qui des fois font des matchs en tant que titulaire, tu les vois pas pendant le match, tu vois. Et il revient de très loin parce que André Villas-Boas lui avait dit donc, pendant la préparation. Je ne compte pas sur toi, tu ne joueras pas. Il lui a dit où tu joueras 10-20 minutes, il a dit donnez-moi ça et je vais vous prouver que... Exactement. Donc il est dans le challenge, donc c'est bien. Ouais, mais moi j'aimerais bien, pourquoi pas, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, mais peut-être plutôt à la place de Germain qui a eu beaucoup de mal à droite. Et alors Radonjic, je sais que ça va faire sauter beaucoup de monde, mais... C'est les 45 seules bonnes minutes que je l'ai vu faire sous le maillot marseillais depuis un an et demi. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant réessayer, lui dire peut-être qu'il est sur sa lancée. De toute manière, voilà, quand on l'a payé suffisamment cher. Bah, merci Rudy Garcia. T'auras le temps, de faire passer des messages. On a une partie qui est réservée à ça. Allez, on va passer directement au Paris FCM, c'est tout de suite. Allez, c'est parti pour les paris FCM avec notre partenaire Unibet. Et comme chaque semaine, on commence avec le pari Sécure. Et on a sélectionné donc une victoire de l'Olympique de Marseille avec un OM qui ne prend aucun but. La cote est à 2,10. Qu'est-ce que ça t'inspire? Avec une victoire au bout aussi. Hein. Avec une victoire au bout et l'OM qui ne prend pas de but. Moi, je vois un 3-0. Pour se relancer, il faudrait un 3-0. Je te trouve bien optimiste. Pas optimiste, à un moment donné, tu sais, il faut être un homme dans la vie. D'accord. Mais à un moment donné, là, il faut qu'il y a aussi ce qui s'est passé avant, on en a parlé en première partie de l'émission. Justement, ce qui s'est passé avant, c'est que Strasbourg n'a marqué que 6 buts en 9 matchs. Donc c'est ce qui incite à l'optimisme sur ce pari. Voilà. Alors, on passe directement au pari fou. Le pari fou, on a sélectionné Strasbourg qui marque en premier. Mais l'Olympique de Marseille parvient à s'imposer. C'est une petite remontada. C'est pour se couvrir. C'est au cas où Strasbourg marque, parce que ça arrive toujours. Et là, la cote est à 10. Ça arrive, ça. Hein. Ça arrive. C'est pas fou. Moi, je ne mettrais pas pari fou. Hein. Non. Mais l'Olympique de Marseille qui réagit en plus. Et en plus de ça, c'est vrai, l'Olympique de Marseille a tendance à prendre des buts. Et à réagir derrière. Ouais. Pas trop mal depuis le début de saison. La choucroutada. Choucroutada, mon Dieu. Ça fait 5 minutes que je la travaille. C'est bien, parfait. On passe au combiné du week-end. Alors le combiné du week-end, on le dit chaque semaine, ça concerne les concurrents de l'Olympique de Marseille. On a eu cette petite blague juste avant, c'est finalement les concurrents de l'Olympique de Marseille. C'est de la 2e à la 19e place. Nice, PSG, on a sélectionné une victoire de Paris avec une cote à 1,44. Lyon-Dijon, victoire lyonnaise 1,33. Et Bordeaux-Saint-Étienne, on a mis un match nul, la cote est à 3,15 avec une cote totale de 6 pour ces 3 résultats. Ça vous inspire quoi ces matchs? Moi, ça m'inspire une blague pour rebondir sur ta blague, c'est que Lyon-Dijon, c'est le Rudico, parce que c'est Rudy Garcia contre son ancien adjoint. C'est vrai. À Dijon. Voilà. D'accord. Désolé. Comme Michel Denisot. Vous voyez qu'ils vont s'arranger ou pas? Non, ça se fait pas ça. Ça se fait plus dans le football, ça. C'est fini, ça. Un petit match nul. Allemagne-Autriche 82. C'est ce qu'on a mis. Par contre, tes 3 paris, c'est la sécurité sociale. Hein. Mais donc en fait, ça va, tu assures. C'est-à-dire qu'on prend beaucoup de risques généralement, et là on a décidé vraiment... Saint-Étienne-Bordeaux, Bordeaux-Saint-Étienne, c'est toi qui as dit match nul. Moi, j'ai un peu du mal à prévoir ce match parce que Saint-Étienne, nouveau coach, et Bordeaux qui marche pas trop mal. Donc, j'ai un peu du mal à prévoir un résultat là-dessus. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quand même très compliqué, cette Ligue 1, de pronostiquer des résultats. Vu le début de saison, c'est clair qu'il y a un équilibre entre les différentes équipes. C'est dur de faire des pronostics. Même Paris a perdu 2 fois. Même Paris. Et je suis pas sûr qu'il gagne à Nice, moi. Le seul pari sécure, vous le savez, chaque week-end, c'est penalty pour l'eau. Et on enchaîne, messieurs, avec le Mourad Décrypte de cette semaine qui est consacré, justement, c'était une belle transition, à l'arbitrage, Mourad. Tu nous en dis juste 2 mots pour lancer le sujet? On regarde ça ensemble. On regarde ça ensemble. L'OM a tout faux dans sa gestion de l'arbitrage. C'est Mourad Décrypte, c'est maintenant.
Et si on parlait d'arbitrage et de comment influer positivement sur les arbitres? Ce n'est pas vraiment ma ligne de conduite d'aller gueuler sur l'arbitre, mais pour en avoir parlé avec beaucoup de supporters, cela leur paraît très important. Surtout quand on est l'OM, on ne peut pas rester sans rien faire. Alors très bien, il faut tenter d'influer les arbitres, mais comment essayer de le faire positivement? Puisque ces dernières semaines, on a pu voir qu'à l'OM, on avait un peu de mal avec ça, et ces dernières semaines, même peut-être ces dernières années. Pour étayer un peu ma démonstration, je vais m'appuyer sur l'autobiographie de Tony Chaperon. Tony Chaperon, c'est qui? C'est un ex-arbitre français, international, dont un certain nombre de décisions ont pu prêter à confusion. On ne parle même pas de sa manière de partir en retraite, ni de son attitude qui pouvait en agacer plus d'un. Dans ce bouquin qui se nomme Enfin libre, Tony Chaperon nous livre un certain nombre d'anecdotes enrichissantes pour comprendre comment appréhender l'arbitre et comment tenter de l'influencer. Il parle notamment d'un penalty qu'il a accordé à Lyon, à Évian. J'avais exclu le coach d'Évian, mais le banc était exécrable. Je n'ai pas été bon du tout, perturbé par la violence du comportement des Hauts-Savoyards. À 2-2, à la 88e, il y a une faute devant leur banc. Ils se lèvent tous pour hurler. Je me dis, ils me fatiguent, je vais tous les virer. Pas le temps, le coup franc est joué vite par les Lyonnais. Le ballon arrive dans la surface d'Évian, un défenseur a un mouvement du bras. Penalty, c'est du 50-50. Mais qu'est-ce qui fait basculer sur le 51-49? C'est l'humain. J'ai été pris par mes émotions négatives. Penalty. Pas pour Lyon, mais contre Évian. Quand tu es infect avec quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse de cadeaux. Quand tu es infect avec quelqu'un, ne t'attends pas à ce qu'il te fasse de cadeaux. Cette phrase résume une autre anecdote sur Jean-Michel Aulas que narre Tony Chaperon. Donc si Chaperon reconnaît aisément la pression que peut mettre Aulas sur les arbitres et notamment les plus jeunes, il raconte aussi comment il peut arrondir les angles en fin de match. Il parle là, Tony Chaperon, donc d'un derby contre Saint-Etienne perdu par Lyon 2-0 avec 2 expulsés côté lyonnais par Tony Chaperon. Donc Tony Chaperon reçoit la visite de Jean-Michel Aulas en après-match. Il s'attend à un dialogue musclé, et ben non. Car Aulas lui explique: vous avez tenu les débats de manière remarquable. Je n'ai rien à vous reprocher. C'est le comportement de mes joueurs qui n'était pas acceptable. Eh bien, devinez quoi? Le rapport du match a été bien moins salé qu'il aurait pu l'être. Tolisso, qui s'était rendu coupable d'un geste infect, n'a écopé que de 2 matchs de suspension. Guézal d'un seul. Et Jean-Michel Aulas de rien du tout. Récemment, à l'Olympique de Marseille, contre Montpellier, on a eu une situation un peu similaire avec un geste qui était bien moins dangereux, qui était bien moins scandaleux de la part de Payet. On a terminé avec 4 matchs de suspension pour Payet, 2 pour Camara. Et même notre président, qui lui aussi avait été rendre visite aux arbitres dans le vestiaire, a été suspendu. Bon, Chaperon, Aulas, c'est pas tout ça, mais ce serait bien de terminer cette vidéo avec une référence un peu plus positive pour les Marseillais. Et on va donc parler de Gabi Heinze. En 2010, pour le Parisien, Taiwo demandait à son partenaire comment il avait fait pour s'en tirer avec seulement 4 cartons jaunes, vu ce qu'il mettait sur le terrain. Et voilà la réponse de Gabi Heinze. Je deviens copain avec l'arbitre d'entrée. Et c'est l'expérience. Après, tu sais quand il faut mettre un coup, quand il faut calmer le jeu. Voilà, pour influencer positivement l'arbitre, il faut faire preuve de diplomatie. Quand on est joueur, aller gueuler sur l'arbitre, ça peut faire plaisir aux supporters, mais ça n'arrange pas votre cas. Quand on est président ou dirigeant, aller gueuler sur l'arbitre après le match, ça peut défouler, mais ça n'arrange pas le cas du club. Il faut faire preuve de diplomatie aux joueurs et aux dirigeants de l'OM désormais d'être un peu plus fins dans leur relation aux arbitres s'ils veulent réellement influencer l'arbitre. Voilà, c'était Mourad Décrypte spécial arbitrage. Merci Mourad, ça nous permet de faire directement une transition sur le petit débat du jour. On va parler de Rudy Garcia. Rudy Garcia, arbitrage, Rudy Garcia, c'est quand même des thèmes. Ça s'appelle, comme pour les joueurs de FIFA, c'est lien vert. ça fonctionne. Allez, c'est tout de suite, c'est le petit débat. Et oui, Rudy Garcia qui refait parler de lui. Pourquoi? Vous êtes au courant quand même? Vous n'avez pas passé les 3 derniers jours à l'autre bout du monde. Même à l'autre bout du monde, je pense qu'ils en ont parlé. Rudy Garcia qui signe à Lyon. On va être direct. Première question, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Tiens, ça t'a inspiré quoi de voir Rudy Garcia rebondir comme ça à Lyon? Alors déjà, je ne m'y attendais pas. Parce que bon... D'après tous les médias, nous aussi on l'a relaté, on s'attendait tous à Laurent Blanc. C'est vrai. Je pense que ce qu'on peut lui... où il y a un truc positif pour lui, c'est qu'il a réussi à défendre sa candidature et il l'a emporté sur les autres. Donc d'après
tous les médias, tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'il était préparé, il avait vu des vidéos, il avait donné un sens et sa vision du football qu'il voulait mettre là-bas. Donc déjà ça pour lui, on va dire, c'est quand même quelque chose de positif. Après je laisserai Hervé. Paraît-il, il est très très bon en entretien d'embauche. Ouais, voilà, d'ailleurs, à tous les coups, il passe. D'ailleurs, j'avais prédit dès le début, lorsqu'on a parlé de Rudy Garcia comme plan B, plan C, je me suis dit, ah tiens, ça me rappelle ce qui s'est passé à l'AS Roma, où tout le monde, dans la biographie Tous les chemins mènent à Rome de Rudy Garcia, un livre que je vous conseille pas forcément, mais qui existe, et il explique qu'à Rome, en fait, ses agents lui disent, bon, va passer l'entretien, mais logiquement, c'est Blanc qui a le poste et qui va juste pour... voilà, parce que par marque de respect. Blanc, il doit avoir une petite haine quand même. À chaque fois, il se fait piquer de poste par... après, c'est aussi Blanc qui s'auto-saborde apparemment. Mais ça m'étonne pas du tout parce que... Donc en fait, Rudy Garcia, c'est un entraîneur très moderne dans le sens où c'est un cadre. Il respire pas vraiment ballon, il respire entreprise, plan, projet, des trucs comme ça. Et donc je suis sûr qu'il est très charmeur. Donc ça, c'est ce que tout le monde nous a dit. En dehors des terrains, c'est quelqu'un de très charmeur et qui est très appréciable apparemment. Donc nous, on l'a pas beaucoup côtoyé en dehors des terrains. Malheureusement, on l'a côtoyé sur les terrains. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il ait réussi ça. Et après, ce que ça me fait quand même un peu rire. Rire pas plus. Toi, tu fais pas partie des gens énervés de le voir débarquer. Ah non, parce que moi j'ai un peu de peur, j'ai peur qu'ils viennent gagner au Vélodrome, mais par contre ça me fait rire parce que j'aime pas beaucoup le club de Lyon, j'aime pas beaucoup Rudy Garcia, de voir ce mariage d'amour entre les deux. Et puis la première conférence de presse avec Aulas qui dit William Churchill. Et puis, moi j'ai adoré. Et le Garcia qui l'Olympique de Lyonnais, c'était génial. Enfin moi ça me fait rire. Hervé, est-ce que toi aussi tu as été sous le charme de Rudy Garcia pendant 2 ans et demi à l'Olympique de Marseille? C'est vrai, c'est mon chouchou. Il faut arrêter les bêtises. Par contre, ce que je veux dire, c'est vrai qu'il est fort, mais s'il mettait autant d'envie pour faire ses candidatures d'embauche, s'il nous mettait l'envie dans le jeu à l'époque, ça aurait été sympa. Moi, ce que j'ai pas apprécié du tout, bon après c'est en tant que supporter, c'est qu'il ait mis un tacle à Zubizarreta et Hérault. Je veux bien que tu sois mercenaire. Il a érigé ce que c'est être mercenaire. On parle toujours des joueurs qui sont mercenaires, alors lui c'est vraiment l'entraîneur mercenaire. Il a érigé ça à un niveau que moi ça m'a choqué parce que je me dis quand même tu nous as cambriolé avec tes transferts en bois, tu nous as cambriolé 10 millions d'euros et en plus tu mets une cartouche à ta première conférence de presse à ton ancien club. Alors moi je me dis, comme je l'ai fait sur mon Facebook, j'ai dit s'il y aurait eu Tapi à l'époque ou alors Diouf, je crois que le lendemain il convoque un truc, il se le fait dans la presse pour dire voilà, j'espère que Hérault va faire une sortie avant Lyon et qu'il va me le traîner un peu dans la boue. C'est lui qui a fait une lettre de... Eh ben ouais, mais tu sais, quand un ancien employé te parle mal, tu as le droit de répondre aussi, parce que pour moi c'est un affront. En tant qu'homme, on ne parle pas de pognon, de football et tout, c'est n'importe quoi ça. Donc ça montre bien la petitesse du personnage, qui nous aimait pas nous en tant que Marseillais, ça respirait. C'est un carriériste absolu. Après, comme tu dis, peut-être il va faire un braquage complet dans ce club. Mais moi, je suis déçu de Aulas. Je sais qu'il a l'argent en caisse. Moi, je pensais qu'il allait faire Mourinho. Bon, Mourinho a dû lui dire je veux des joueurs, et c'est là où ça lui pose. Même s'il a de l'argent en caisse, Mourinho. C'est cher. Ouais, je sais, c'est cher. Il te parle toujours. Nous, on est une entreprise cotée en bourse, machin. Donc, ouais, mais Mourinho faisait un coup. Mais oui, et Laurent Blanc, Sangassi, il est rien. Mourinho, il n'était pas intéressé par Lyon, en fait. C'est aussi ce que Aulas a reconnu publiquement. Donc, moi, je trouve que c'est pas la hauteur de Lyon, Rudy Garcia. Par rapport à ce nouveau stade, par rapport à ce truc. Ils prennent quand même un entraîneur qui est parti par la toute petite porte Olympique de Marseille et qui a eu des... Non, mais attends, il parle de Genesio. La toute petite porte, mais avec un gros paquet. Ouais, avec un gros paquet d'argent, d'accord. Mais sportivement, le bilan de Rudy Garcia à l'OM, il fait peur quand même. Quand on regarde juste les stats... que les petits clubs. En Ligue des Champions et les victoires contre les grosses équipes, une victoire en 17 matchs. C'est ça quand t'es un bon VRP, quand t'es un bon vendeur. C'est pour ça qu'il était bon vendeur. Oui, mais quand t'es un bon vendeur, tu penses que Rudy Garcia, lors de sa présentation, il a mis ça, il a dit non, moi j'ai le meilleur ratio de victoires en Ligue 1, machin, parce que j'ai vu une stat qui est passée là-dessus. Et en fait, le mec, c'est un cadre supérieur du football. Et c'est aussi ça qui nous a pas plu à l'Olympique de Marseille, c'est qu'à un moment, il faut une identité, une idée, un truc qui fait qu'on se mette derrière et que une empathie. Alors que lui, c'est un cadre supérieur. Il vient tous les jours au bureau, son bureau c'est la commanderie, et puis une fois dans la semaine il va sur le terrain, et puis il fait le boulot. Donc voilà, il fait pas plus que le boulot, et ça rentre parfaitement dans la gestion, société cotée en bourse, qui doit se qualifier en Ligue des Champions. Rudy Garcia, la première année c'est souvent des résultats à peu près présentables, donc à mon avis, avec cet effectif, s'il a des résultats présentables, c'est un mariage qui en fait...
fait sens, quoi. Et puis en plus qui est drôle. Donc c'est... Jean-Christophe, si on revient sur le petit tacle qu'évoquait notre ami à côté, Hervé, adressé à Hérault. Après, je ne peux pas me mettre à la place de Jacques-Henri, mais c'est sûr que il lui a fait confiance, il a adoubé, il a renouvelé son contrat, etc., etc. Donc je pense que ça n'a pas dû lui faire plaisir, ça c'est sûr. Et puis il venait juste de lui signer un chèque de 10 millions d'euros 3 mois après. Ouais, c'est ça. Ça manque de classe. Après, alors, c'est vrai que c'est un manque de classe, mais est-ce que c'est pas aussi la réalité? Est-ce que c'est pas à destination d'Andoni Zubizarreta aussi? Est-ce que aussi, c'est pas... aux deux. Et ce qui serait drôle, parce que Andoni Zubizarreta, la première conférence de presse de cette saison, il a dit un ami Rudy, c'est un ami pour la vie, tout ça. Donc c'est vrai que bon, il n'en sort pas grandi de ça, Garcia. Alors sur le fond, par contre, et on s'arrêtera là-dessus sur Rudy Garcia, il a pas tort. Rudy Garcia, c'était le seul au front pendant 2 ans et demi. C'est lui qui prenait tout sur lui au niveau du sportif, enfin surtout quoi. Non, moi je pense qu'il nous fait une sucette. Et André Villas-Boas, on a l'impression aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire que on les entend très peu, Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta, à part les points presse pour les recrues. Arrêtons ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout seul pour défendre. Il n'y a pas de soutien public. Non, il n'y a pas de soutien. Médiatiquement, il n'y a pas de soutien. Non, arrêtons. Jacques-Henri Hérault est descendu en zone mixte pour démonter des unes de l'équipe qui étaient contre Garcia, etc. Et en fait, Garcia, il était là pour défendre l'équipe. Il l'a fait à sa manière. On ne peut pas dire que ça a donné d'excellents résultats. Et Hérault a défendu Garcia becs et ongles. Au moment où on perd à Andrézieux, etc., Hérault fait une autre sortie quelques jours après, si mes souvenirs sont bons. Donc en fait, en fait, là, Garcia, même parti, il continue à nous chercher des excuses pour expliquer son bilan désastreux. Non, moi je pense que c'est plutôt stratégique. C'est-à-dire comme déjà il n'était pas attendu à Lyon, les supporters, il paraît qu'il y a déjà des banderoles, Garcia démission, etc. Donc il était obligé un peu de se positionner. Oui. C'est stratégique ça, hein. C'est de la com, c'est de la com, c'est voilà, en disant bon à l'OM j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça, c'est pour se crédibiliser vis-à-vis des supporters de Lyon. Et après de toute façon, après c'est le sportif qui parlera. Hein. Ah oui. S'ils gagnent les 3 prochains matchs à Lyon, ils vont dire super, on est très content d'avoir Garcia. Et puis un peu passer la brosse à Jean-Michel Aulas et Juninho qui étaient à côté de lui en disant avec eux, je vais mieux réussir, etc. C'est de la com. Pour moi, c'est de la com. Alors contrairement à Mourad Hartz, beaucoup de supporters attendent que les dirigeants, donc Jacques-Henri Hérault ou même Andoni Zubizarreta, prennent plus souvent la parole pour défendre les intérêts du club publiquement. C'est leur rôle ou pas, au final, quand on est dirigeant de club? Donc, quand il y a des crises ou des événements importants, oui, là, il n'y a pas le feu. Donc, je pense que pour l'instant, ça ne sert à rien. L'entraîneur est plutôt pas mal, est plutôt bien même. Bon, il faut le laisser faire, quoi. Je pense que après, quand il y a des crises à Marseille, il y en a souvent, il est clair qu'après, c'est le rôle du président ou du directeur sportif d'essayer de calmer les esprits, d'essayer voilà. On a connu des présidents qui prenaient quand même plus souvent la parole. Parce que ce que Jean-Christophe vient de dire est très important, c'est qu'il a dit aussi pour calmer les esprits. Parce que en fait, ce que je reproche, c'est de dire les supporters, on est dans cette idée, le président, il doit aller pour gueuler sur l'arbitre. Et c'est ce que je montre aussi dans Mourad Décrypte, c'est que de temps en temps, Jean-Michel Aulas, quand ses joueurs viennent de prendre 2 cartons rouges dans un derby, il va voir Chaperon, et Chaperon se dit il va y avoir un échange musclé. Et Aulas, vous avez bien tenu les débats et tout, c'est l'attitude de mes joueurs qui est irresponsable. Résultat, les joueurs ils prennent pas ils prennent pas beaucoup de matchs de suspension. Voilà. Et c'est ça. Ça je veux bien. Ça je suis pas contre. C'est un vrai pro. Oui, mais c'est un pro. Et au contraire, je l'encourage. En fait, je veux juste qu'on sorte un petit peu de cette idée de ce que pouvait faire Bernard Tapie, qui était très puissant en France. Eh ben, c'est pas Jacques-Henri Hérault, pas même Jean-Michel Aulas. Il le fait un petit peu, mais il faut être très puissant pour pouvoir faire ce que Bernard Tapie ou Claude Bess faisaient. Allez messieurs, pour bien le connaître, moi, Bernard Tapie. Donc c'est clair que c'est une personnalité. Donc il faut avoir aussi la personnalité et le charisme pour pouvoir se mettre en avant et voilà. Donc bon, ça dépend aussi des personnalités des gens, ça, c'est clair. Ne serait-ce que pour aller même parler dans un vestiaire aux joueurs pour leur remonter les bretelles, ça aussi c'est quelque chose. Le dernier qui faisait ça, c'était Maître Nicolas. Maintenant, ça n'existe plus.
Pas Dieu plus s'en rappelle. à l'Olympique Pas de plus, oui, Marseille, mais avait pu le faire oui, il l'a aussi. fait, mais le dernier dans le temps, là, Oui. pour moi, je vois que Nicolas, après, les présidents ne descendent plus des vestiaires pour remonter leurs joueurs, ça n'existe plus, ça. Allez messieurs, on s'arrête là pour ce petit débat. On s'arrête là aussi sur Provence Azur et VAR Azur TV. Mais on va poursuivre le débat sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur footballclubdemarseille.fr. C'est tout de suite. Le gros débat cette semaine, c'est cette rumeur qui a circulé hier soir sur les réseaux sociaux, le site internet, même Soccerlink, qui révèle que un fonds émirati envisagerait de récupérer l'Olympique de Marseille et discuterait même avec Franck McCourt pour racheter l'Olympique de Marseille. Alors ici, dans cette émission, on ne va pas discuter de la véracité, de la crédibilité de l'information en elle-même, mais on va plutôt parler des commentaires que cette information a suscité Au niveau des supporters. au niveau des supporters. Étonnamment ou pas, quand on connaît un petit peu les supporters de l'OM, on sait qu'on n'est pas très étonné, mais cette information, si on peut l'appeler comme ça, elle a plutôt enthousiasmé les supporters, qui ont déjà je mettrais envie un bémol. de passer la page, a priori, de tourner la page. Franck McCourt, 2 ans et demi après, qu'est-ce que ça Mais le t'inspire ? bémol, c'est que j'ai lu quand même tous les commentaires, je suis sur Ouais. 2-3 sites pour voir les commentaires. C'est ranimé, c'est meilleur qu'un sondage de voir ce que disent les fans. Ouais. Il y en a, bien sûr, ils disent oui, il est allé au bout il a brûlé 200 patates, il n'y a plus rien derrière, donc il faut changer. Mais après, il y en a, ils disent je ne veux pas devenir le succursale du QSG, tu vois. Enfin, pour l'esprit, ils aimaient bien cet antagoniste, déjà, ils se croient Mais sur c'est-à-dire, les non, mais il influents. n'y a pas de. Pourquoi ils Non, sont comme ça ? c'est-à-dire que les Américains contre les gens tu vois, des pays d'Afrique, tu vois, enfin, de ce genre Ouais. de trucs. Moyen Il y en a, Orient. ils disent je veux pas, tu vois, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il y a des relents racistes là-dessous? Je sais pas ou quoi, je m'en fous de ça à la rigueur. D'accord. Mais dans l'imaginaire, déjà, nous on était les gentils, eux c'était les méchants, tu vois ce que je veux te dire? Et je l'ai lu ça, j'ai lu beaucoup de thématiques sur ça, pas des gens qui étaient virulents, mais après, est-ce que. De se dire, en fait, on a beaucoup critiqué le fait que le PSG, voilà, ils arrivent, tout ça, avec et on sait ce qu'il y a énormément de derrière. moyens, Mais on sait ce qu'il y a en derrière état. aussi, hein, il y a des problèmes. Si, quand si même, ça arrive ça. ici, on va se retrouver dans Voilà, la même tu situation. sais, il y a un truc qui est sorti la dernière fois, j'ai lu Mourad, qu'il y a quand même 2000 personnes qui sont mortes pour faire la Coupe du Monde au Qatar, quand même. Hein, je veux dire, il y a des choses derrière les droits de Tout à l'homme, fait. mais des fois, c'est pas au firmament. Après, de toute manière, le Qatar a racheté le PSG pour des raisons diplomatiques, pour exister sur la scène internationale, etc. S'ils organisent les championnats du monde, ces championnats du monde scandaleux, c'est aussi Oui, au pour scandale, ça, ouais. parce que les mecs sont en train de... Les mecs n'arrivent pas à terminer leur marathon, il fait trop chaud, il fait trop... Enfin, c'est ridicule. Après, c'est pas être raciste. Personnellement, j'ai un Non, père arabe non, qui est. Mais bon, C'est pas ça, c'est que quand là, tu on vois est des- sur autre chose. C'est pas du racisme, c'est autre chose. C'est de la diplomatie, c'est des gros sous et aussi des méthodes qui vont avec des gros sous qui peuvent poser problème. Mais après, il faut encore une fois Sans- relativiser cette sans info rentrer parce que là-dedans, Soccer sur qui- Link, c'est même pas sur non qui plus peut The racheter Time, quoi. ou juste sur le projet McCourt, c'est ça qui Voilà, m'intéresse plutôt. et qui intéresse les supporters. On a l'impression qu'ils ont déjà envie de tourner cette page-là, qui vient à peine de commencer en fait. Moi, je 3 pense ans. qu'il ne faut pas cracher dans la soupe quand même. Il faut se rappeler, il y a 3 ans, dans l'état où était l'OM à l'époque de Margaret Talbot-Dreyfus, La Brune, les insultes qu'il y avait au stade, Ouais. etc. Ouais. Donc McCourt est arrivé, il a quand même racheté le club, il a mis de l'argent, ils ont fait quand même des bonnes choses avec l'OM Event, avec la reprise du stade, etc. Il y a plein de choses qui ont été faites. Après, la première année était très bien, ça il ne faut pas l'oublier quand même, on fait une finale de Coupe Europa. Et moi, ça faisait Ouais. 15 ans que je n'avais pas vu une ambiance, C'est une vrai. dizaine d'années, une ambiance comme ça au stade, C'est vrai. les demi-finales, retour et les quarts de finale. On a retrouvé un peu l'esprit 93, etc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Après, il y a eu des résultats sportifs qui n'ont pas été forcément à la hauteur. Pas très loin quand même, l'année dernière, on finit à quoi? 1 point pour une place en Europa ou quelques points, qu'on finit au 5e. On finit au Donc, 5e. bon, moi je cracherai pas dans la soupe. Voilà. Maintenant, si après il y a de nouveaux actionnaires avec beaucoup d'argent pour essayer de rivaliser avec le PSG, etc., ben, en tant que supporter, je dirais tant mieux pour l'OM. Voilà, je dirais tant mieux pour l'OM. Alors, en fait, ce qui est un petit peu marquant, c'est
le contraste entre l'enthousiasme qu'il y avait lorsqu'ils sont arrivés et avec les discours qu'il y avait lors de cette arrivée où tous les supporters étaient extrêmement enthousiastes et croyaient au retour des on l'a eu la première année. Oui, on l'a eu aussi avec certaines limites. Là, on se disait que c'était pour longtemps Champions Project, Championship Caliber Team et tout ça, qu'on allait jouer le championnat, qu'on allait aller défier le Paris Saint-Germain, avoir des grands noms, tout ça. Donc, il y avait ce truc, et on est bien placé ici pour le savoir, parce qu'on, lors du premier été, par exemple, lorsqu'on émettait des critiques sur le mercato, on se faisait démonter. C'était intouchable. Il y a eu une période dorée pour Jacques-Henri Hérault, Franck McCourt. Les supporters étaient euphoriques, tout simplement, parce que, comme vous l'avez dit, ils partaient d'une situation désespérée. Sauf que là, ce qui est marquant, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont revenus à une situation désespérée en seulement 3 ans. Donc, on a parlé de Rudy Garcia, on a parlé l'année dernière, et puis en fait, ce dont on a oublié de parler, c'est des moyens limités. En fait, ce projet avait des moyens très limités, mais il y a eu une communication illimitée. Donc il y a eu un moment où il y a une dissonance et il y a eu un choc frontal entre les deux. Et là, on se retrouve avec la réalité du projet. Au cas où il y avait un petit accident, ce qu'il y a eu l'année dernière et les années et sur les mercatos précédents. Donc, de toute façon, si on veut, si l'ambition, et c'est notre ambition en tant que supporter de l'OM, de rivaliser avec le PSG, voir la Ligue des Champions, etc., c'est sûr qu'aujourd'hui, le monde du football a beaucoup évolué, a beaucoup changé, c'est beaucoup d'argent, et donc il faut avoir des actionnaires très riches, quoi, voilà, et avec une vraie stratégie d'investissement, de développement. Voilà. Mais bon, après, c'est tellement... le sportif est tellement difficile à maîtriser. Ou alors avoir une stratégie cohérente, même si... Parce que moi, ce que je remarque un petit peu, c'est que... Oui, mais sans moyens, avec même une stratégie cohérente, il y a des clubs... un plafond de verre. Non, tu vois non. L'Atlético de Madrid, ils ont fait des finales de Ligue Europa, ils ont battu le Barcelone et le Real Madrid. Quel est le budget ? Et d'où ils sont partis aussi, l'Atlético de Madrid. Oui, mais il y a combien d'années ? Oui, mais il y a combien d'années ? Oui, mais c'est pas fait pour l'OM, ce genre de stratégie. Ouais, c'est pas fait pour l'OM. On n'est pas patient. On n'est pas patient, on est quand même... Aujourd'hui, on a appris à être patient quand même. Ça fait 10 ans le dernier titre. En fait, ça m'embête un petit peu. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on n'est pas content. C'est pas parce que le temps il est passé que ça n'a pas changé. Mais pas plus que ça, c'est pas non plus la révolution. Parce qu'on est le meilleur club de France, on est le seul à avoir gagné la Ligue des Champions, on a un public fantastique, on a tout cet engouement, et c'est le reflet de Marseille un peu, le stade Vélodrome, donc, ou l'Orange Vélodrome, excusez-moi. Donc forcément que on a besoin de résultats parce qu'on a vécu des heures de gloire. Voilà, et maintenant pour avoir les résultats, c'est compliqué. Voilà. Mais de quel résultat on parle ? On a de l'argent en fait, parce qu'on a quand même investi. On avait. Oui, bon. Alors justement, je vais finir et après je reviens là-dessus. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'embête un petit peu. C'est que ça m'embête. On est dans le football, on n'est que des raccourcis. Alors il n'y a jamais d'analyse, il faut plein d'argent. Mais non, mais ok, l'Atlético Madrid maintenant a un budget énorme. L'Atlético de Madrid, leur budget il a grandi. Et c'est pas en étant 15e. C'est que tous les ans ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions en ayant un projet clair, avec un entraîneur fort qui correspondait exactement à leurs supporters qui l'adoraient. Et ils ont grandi autour de ça. Ils ont fait des plus-values sur les joueurs, les Falcao, les Torres, même si on repart d'un peu plus loin, Agüero, etc. À une époque, l'Atlético de Madrid venait à Marseille en Ligue des Champions, à l'époque avec Eric Guéretz. Et l'Olympique de Marseille n'était pas très loin de l'Atlético Madrid. Et à l'époque, ils étaient entraînés par Tavares, je crois, l'Uruguayen. Donc en fait, si tu as une stratégie cohérente, et l'Atlético Madrid a gravi les échelons. Donc ça serait une stratégie sur 10 ans. Oui, mais et nous on fait quoi ? Et si on est en Ligue des Champions, la Ligue des Champions c'est le Graal. Si tu vas en Ligue des Champions tous les ans, est-ce que tu vas avoir du mécontentement ? Non, mais tu construis quelque chose de cohérent. Sauf que nous on a fait quoi ? Nous on n'a pas été chercher Falcao, Falcao quand il arrive c'est déjà un peu une star. Mais déjà on n'a pas de joueurs formés. Après on va pas chercher Agüero quand il est à Independiente en Argentine. Nous on va chercher Kevin Strootman. Et on se plante, parce qu'on veut aller trop vite. On va chercher Kevin Strootman, qui est censé être une star. Une star sans doute un peu surcotée. Donc voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que
il faut bien réfléchir. Et moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est qu'on dit toujours, oui, mais plein de thunes. Liverpool, ils ont jeté plein de thunes dans leur projet avec ces Américains. Le club était en train de régresser. Ils ont été chercher Jürgen Klopp. Ils ont construit autour de lui. Ils ont recruté autour de lui. Ils ont été chercher Mohamed Salah qui... Ouais, mais bon, tu parles aussi d'un club avec des moyens. C'est pas les moyens de Franck McCourt, là. Mais justement, mais ce que je te dis, c'est que Oui. les moyens... Bon. Ça veut tout et rien dire. Voilà. Il faut bien les utiliser. Naples est un autre exemple, même si là encore je dis bonjour aux mecs qui pensent. Donc voilà, après, il faut avoir le bon coach, il faut bien construire. Hervé, si on revient sur les moyens, et donc le pourquoi du comment les supporters ont aussi, on a l'impression qu'il n'y a plus de perspective déjà. On peut plus se projeter parce que on a aussi un entraîneur qui a dit les choses à plusieurs reprises clairement. Il n'y a plus d'argent à l'Olympique de Marseille. 2 ans et demi après l'arrivée de Franck McCourt, il l'a dit encore à France 3. Situation financière calamiteuse, ce sont ces mots. Prochain mercato, on pourra probablement pas recruter toujours. C'est ça aussi qu'il y a peut-être dans l'esprit des supporters. De se dire qu'il faudra peut-être déjà passer à autre chose. Les supporters sont désespérés peut-être parce que, vu de l'extérieur, on se dit, putain, l'OM, il n'y a jamais de plan, quoi. C'est-à-dire qu'il faut Enfin, je sais pas, tu es chef d'entreprise, tu as un plan, quand même. Un plan à 1 an, à 3 ans, à 6 ans. Non, mais c'est vrai, tu as développé des affaires comme ça. Enfin, tous, essaie d'avoir un plan, une stratégie. Sur le sportif, c'est déjà... Je sais, après, il y a la variable. Voilà, il y a la variable. Mais quand même, tu as un plan... C'est pas une entreprise normale, comme de foot. Tout à fait. Mais le plan, ça a été de faire revenir d'abord des valeurs sûres, de les surpayer 2 fois l'intérêt du marché. Déjà, tu as flingué pas que les transferts, tu as flingué ta masse salariale qui t'a fait bouffer sur les 200 patates. Parce qu'il n'a pas brûlé 200 patates en transfert. On parle aussi le budget de fonctionnement des salaires. Donc je pense que ça a été dommage et je pense que c'est ce qui nous fatigue. On se dit, mais on ne sera jamais le Bayern du Sud, on ne sera jamais... En fin de compte, on est un club de fulgurance quand tu vois dans l'histoire du club. En fin de compte, on n'a jamais eu de grande période pendant 10 ou 15 ans, on a dominé quoi que ce soit. Il y a eu 3-5 ans chaque fois dans le truc. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui fait la beauté de ce club et qui sera toujours pareil. C'est ce qui nous manque depuis des années pour être supporter, depuis 48 ans on va dire maintenant. C'est un vrai terroir de jeunes, quoi. Voilà, ça on l'a jamais eu à Marseille. Et donc je sais qu'il y a pas mal d'actions qui ont été faites ces derniers temps. Donc c'est le temps que ça paye et le temps que ça évolue. Mais quand on voit Lyon, quand ils vendent des joueurs, après hop de suite il y a des jeunes qui arrivent. Il y a plein de clubs comme ça, Montpellier par exemple, etc. Avec des centres de formation où ils arrivent à sortir des jeunes. Ouais. Qui explosent et les revendre beaucoup plus cher, etc. Donc voilà, nous à Marseille, on a historiquement, c'est pas que depuis ces dernières années. Ça vient un petit peu. C'est aussi l'erreur. Et il y a beaucoup de jeunes d'ici aussi qui vont ailleurs. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas forcément confiance les parents dans l'OM et ils vont le mettre. Zidane, Zidane était à Cannes. Hein. Voilà. C'est l'OM aussi qui l'avait refusé. Voilà, aussi. Donc bon. Oui, c'est ça. Alors sur Franck McCourt, il y a aussi un point qui peut compter, c'est le Parc Chano, le fameux Parc Chano. Alors Mourad, toi tu as travaillé là-dessus cette semaine. On sait que Franck McCourt est intéressé par le Parc Chano. La question qui peut se poser éventuellement, c'est si jamais il ne l'obtient pas, peut-être qu'il peut être amené à lui aussi à se dire bon je peux céder le club, puisque c'était un de mes objectifs en arrivant. Mourad, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, d'abord, parce que forcément, Franck McCourt n'est pas venu que pour le sportif, parce que le football, il savait à peine ce que c'était avant de s'intéresser à l'Olympique de Marseille. Donc, forcément, il avait d'autres idées, ce qui ne veut pas dire qu'il se disait, le sportif, j'envoie ça, voilà quoi, et puis je fais que de l'immobilier. Il pensait aussi réussir dans le sportif. Bon, il ne l'a pas fait. Et il y a des objectifs immobiliers. Le Parc Chano, c'est quelque chose de très fort. C'est un endroit fort à Marseille. Et l'Olympique de Marseille est dessus. De sources sûres, c'était l'un des 4 gros qui étaient sur le dossier.
Tout ça est expliqué dans un très bon article sur footballclubdemarseille.fr. Mais voilà, la municipalité actuelle a décidé de repousser ça et de mettre ça surtout à la charge de la nouvelle municipalité qui pourrait peut-être aussi se décider à se dire bah maintenant je m'en fous de ce cahier des charges, je fais autre chose, je veux imprimer ma patte sur ce lieu et je sais pas, je fais passer le tram au milieu, pourquoi pas, si j'ai envie. Et puis qui sait, donc ça peut être amené à bouger. Donc le parc Chano, oui en effet, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a pas 1000 endroits comme ça qui sont bientôt disponibles à Marseille, et le parc Chano en est un. Donc en effet, s'il n'a pas, ça peut peut-être le faire réfléchir. Après, et je ne pense pas que ce soit son seul objectif immobilier. Il y a un musée qui va bientôt arriver dans la vie. Le musée OM, donc, qui devrait être aussi aux alentours du stade Vélodrome. Tu as aussi le fameux centre d'entraînement. C'est toujours un petit peu en arrière-pensée quelque part. Donc ça veut dire plus de pierres, etc. Donc le parc Chano, c'est vrai que ça va être un enjeu majeur, mais c'est peut-être... oui, parce que ces autres plans, ça n'a pas la même... Ça n'a pas l'ampleur du parc Chano. Moi, ça ne me gêne pas de faire du business aux États-Unis. Tu as vu, quand ils prennent une franchise, ils disent est-ce qu'on peut mettre 10 000 voitures? On peut. Allez, on construit le stade. Ils réfléchissent à l'envers, ils vont encore plus loin que nous. Non, mais c'est vrai, j'ai la chance d'avoir un ami qui a construit des ports, un Américain, qui a construit des ports Shanghai et qui connaît des gars comme lui qui construisent des stades. Il m'a dit c'est ça la variable. Au States, si tu mets 10 000 voitures, tu sais le parking là, comme tu vois dans les Simpsons, c'est comme ça et l'on construit le stade. Il a fait des fortunes. Voilà, il y a plus, il a fait fortune comme ça, visiblement, Marcourt. Donc moi, ça ne me gêne pas, tant que c'est un projet global. Le seul truc qu'il y a, moi, ce que je reproche à Marcourt là, tout le monde fait des erreurs, malheureusement, ce n'a pas été les bonnes personnes ou autres, ou on a fait confiance à pas le bon entraîneur pour le projet au début, c'est que Villas-Boas aurait mérité d'avoir une enveloppe spéciale pour aller un peu plus au bout de ses idées. Parce que je pense, par contre, moi, là, je suis fier d'avoir, je sais pas vous le voyez plus souvent que nous, hein, mais d'avoir quelqu'un qui, tu vois, qui se fout pas de la gueule des supporters, qui est d'une honnêteté et qui prend ses erreurs à son compte. Je pense qu'après, en interne, quand les joueurs, il doit leur donner aussi, quand même. Et j'ai l'impression d'avoir un mec classe, quoi. Ça me fait plaisir. Il a une aura, pour moi. Et puis, il est clair parlant. Voilà. Et ça, c'est important. C'est important parce que nous, je pense qu'on peut pardonner en tant que supporter beaucoup de choses. Si tu sens que l'autre, il te raconte pas une pipe en face. Garçon, c'était la pipe suprême, quoi. Chaque fois, il sortait des trucs, je dis, mais il est fou, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, l'immobilier, ça me gêne pas s'il prend le parc Chano, tout ça et tout. Mais il aurait fallu quand même, tu vois, je reproche, j'espère que là, il y a le mercato de décembre qui va arriver. Si on arrive plus ou moins à s'en sortir. Mais en fait, l'idée qui transpire aussi, c'est que on arrive à au fond du... Tu vois, il n'y a plus rien. Ouais, en fait. mais l'argent, il en a. Il faut pas me dire aussi que c'est un peu cher. Il faut arrêter. Je veux dire... À l'échelle du foot. Non, mais 10 ou 20 millions d'euros de débloquer tu vois, on retombe toujours sur le même truc. Parce que jeter de l'argent, c'est une chose. Mais après... pourquoi il n'y a pas d'argent à l'Olympique de Marseille actuellement? Pourquoi? Parce que tu as vendu, tu as mal vendu, tu as vendu personne, tu as du mal, tu as vendu Lucas Ocampos qui maintenant vaut 5 fois plus. C'est ça aussi le problème, c'est que en fait ton actif joueur, c'est comme ça aussi que l'Atlético Madrid, le Napoli quand ils vendent Cavani 70 millions à Paris ou je sais plus, c'est aussi comme ça qu'il fait. Mais toi tu as fait cette erreur stratégique, donc c'est pour ça, moi le plein de thunes, je fais pas, enfin j'ai rien contre les pays du Moyen-Orient, mais je suis pas non plus un fervent partisan du « Ah oui, donnez-nous plein de thunes » parce que j'ai vu, je pris l'exemple de Liverpool, tu peux faire n'importe quoi si tu as plein de thunes. Tu peux acheter Andy Carroll 40 millions d'euros et ça te met pas à l'abri de tout. Moi, ce que j'aime dans le football, c'est quand je vois du football sur le terrain, donc ça c'est très important, pour revenir sur l'immobilier, donne-moi du football avant tout, et ensuite que ce football soit, qu'il y ait un projet clair et que tu te dises « Ah bah oui, l'entraîneur veut jouer comme ça, l'entraîneur il répond à quelque chose que les supporters attendent, donc voilà, et puis tu donnes les joueurs pour l'entraîneur et les joueurs adhèrent à l'entraîneur. Je veux un truc cohérent. Et puis après, tu laisses partir Cavani à un moment. Bon ok, ça va. C'est ça en fait. C'est ça qui me manque à ce truc. C'est un vrai projet cohérent. Là, t'as pas de cohérent, comme tu dis. Maintenant, il y a Villas-Boas, on l'aime bien, mais il a aucun moyen. Et puis Villas-Boas, après, c'est très positif pour le moment, mais on attend mieux aussi. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a aussi des supporters extraordinaires. Aussi, oui. Parce que après la mauvaise saison qu'on a fait l'année dernière, au mois d'août. Un OM-NAP, match amical, 50 000 personnes. Il n'y a pas d'autre ville en France comme ça. Donc on a un engouement, et moi je le vois, parce que même avec le journal ou nos sites
nos pages, quand l'OM gagne, on a une augmentation de la fréquentation, une augmentation des ventes. Donc, il y a vraiment... on peut remercier les supporters. Voilà. C'est ton principal actif, c'est les supporters. Les supporters, et c'est vraiment le cœur de la ville, c'est le cœur de l'OM, et ces supporters, ils sont toujours derrière, quoi, malgré... Comme tu le disais tout à l'heure, depuis 10 ans, on n'a rien gagné, mais le stade il est tout le temps plein. Là encore, OM Strasbourg, il va y avoir quoi, 55, 57. OM Lyon, ça va être 60, 65. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette ville. C'est ça qui est extraordinaire. Allez messieurs, on va s'arrêter là. C'est la fin de cette émission. Merci Mourad, merci Jean-Christophe Sarfati, merci je rappelle PDG de la Provence. Merci d'être venu participer à cette émission. Tu reviens quand tu veux. C'était un grand plaisir pour nous. Hervé aussi. À bientôt. Toujours un plaisir. Hervé, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Prochain débat foot Marseille, ce sera lundi à 17h30 sur footballclubdemarseille.fr et sur Provence et VAR Azur TV. À très bientôt. Ciao, ciao.